tous d'avoir répondu présent là pour ce dernier webinaire donc de la saison. Le webinaire aujourd'hui a porté sur la profession des sages-femmes. C'est l'intitulé Profession sage-femme, son évolution et son impact sur la santé maternelle et néonatale. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 sages-femmes qui vont intervenir. Donc Madame Kosmatov qui est sage-femme en France. Puis je ne sais pas dans quel ordre, nous aurons donc Madame Housson qui est sage-femme au Bénin et Madame donc Enyonam qui est sage-femme au Togo. Donc voilà, ce que je vous propose c'est peut-être voilà, à la fin de l'intervention de chacune, si vous avez des questions, de pouvoir prendre la parole et voilà, librement et participer. En tout cas, merci pour votre présence. Donc, je te laisse la parole, Madame Kosmatov. Alors, j'essaie de partager. Eh ben, ça a l'air de bien fonctionner. Attends, est-ce que ça marche? Là, on voit. C'est vrai? Petit, mais on voit. Petit, bah ouais, c'est ça, je sais pas comment. Alors, attends. Si, en fait, il faut que j'aille peut-être dans ma présentation. Là, c'est mieux. Là, oui, effectivement, on voit. Parfait, nous avons commencé avec Patov. Ok. Madame Enyonam est dedans? Dans le forum? Est-ce qu'elle est présente? En fait, elle est là depuis le début, c'est elle, madame. Ok. Voilà, Madame Enyonam, ok. Ah, d'accord. Elle est dedans, elle est dans le forum. Ok, je vois. Oui. Et puis, l'autre, c'était Christine, c'est ça, non? Christine, oui. Est-ce que Madame Christine est dans le forum? Mais dans la réunion? Est-ce que Madame... Bon, on a Sophie, c'est bon. Ok. On peut aller alors. Donc, on commence quand même par... Il y a des échos. On va commencer Quand les par micros sont branchés, il y a des échos. Il faut penser à éteindre le micro quand on a fini de parler, s'il vous plaît. Madame du Bénin est là. On va passer par elle, sinon on... Donc là, parfois, tu coupes ton micro avant de... On n'a pas entendu la fin de la phrase. Oui, Mariam, on peut commencer par le Togo, le Bénin ensuite, sinon, après le Togo, on va directement sur... Bon, ça te dérange pas, Peggy? Non, pas du tout. Okay. On commence par Christine. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je m'appelle Laïbo Akotiwabi. Je suis sage-femme diplômée d'État et j'exerce cette profession depuis maintenant 21 ans au Togo. Bon, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage aujourd'hui mon expérience professionnelle et personnelle autour de l'évolution du métier de sage-femme et de son impact sur la santé maternelle et néonatale. J'ai choisi ce métier par vocation avec le désir d'accompagner les femmes à l'un des moments les plus importants de leur vie, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement et l'accueil d'un nouveau-né, d'un enfant dans la famille. Et durant ces 21 ans, j'ai exercé dans différents contextes, parfois avec peu de moyens, mais toujours avec la volonté de sauver des vies et d'apporter du réconfort aux familles. Mon expérience professionnelle, lorsque j'ai commencé ma carrière il y a 21 ans, le travail était très difficile, différent. Nous connaissons dans On ne vous entend plus.
Oui, dans plusieurs centres de santé, les équipements étaient limités et nous devions souvent nous appuyer essentiellement sur notre expérience clinique, l'observation et l'écoute des patients étaient des complications. Et au fil des années, de nombreuses avancées ont transformé notre pratique, c'est-à-dire l'introduction et la généralisation de l'échographie obstétricale ont constitué une véritable révolution. Cet examen permet aujourd'hui de suivre plus précisément le développement du bébé, de détecter certaines anomalies, de surveiller la croissance fœtale, de connaître la position du fœtus et d'identifier plus tôt les grossesses à risque. D'autres équipements modernes et ont également amélioré la qualité des soins. Les appareils de surveillance du rythme cardiaque fœtal, les tests de laboratoire plus performants, les équipements de réanimation, je disais que les équipements de réanimation et de mettre en danger la mère et l'enfant. Je suis heureuse de constater aujourd'hui que davantage les femmes accouchent dans des structures de santé sollicitent plus rapidement une assistance médicale en cas de problème. Cette évolution contribue directement à l'amélioration de la santé maternelle et néonatale et à la réduction des décès évitables. Malgré ces avancées, notre mission de sensibilisation reste essentielle. Chaque femme enceinte doit comprendre qu'un suivi régulier de la grossesse est l'une des meilleures garanties pour donner naissance à un enfant en bonne santé et préserver sa propre santé. Maintenant, les événements positifs au cours de ma carrière, c'est le fait d'avoir toujours contact avec les nouveaux-nés, avoir ces nouveaux-nés en bonne santé et surtout ce qui m'a gardé positif dans ma carrière, c'est mon premier nouveau-né que j'ai eu il y a de cela 20 ans. Il est en année à l'université aujourd'hui et il prépare sa licence. Donc j'ai toujours contact avec cet enfant-là. Négativement, malgré l'amour du travail que nous avons, il y a la charge du travail, quoi. Et cette charge nous épuise. Et je dirais au Togo, bref, une sage-femme pour près de 20 à 25 femmes enceintes et surtout à la salle d'accouchement, il faut voir. C'est-à-dire le problème de personnel se pose toujours, quoi. Et malgré tout, ceci peut toutefois nous rendre dépressifs malgré que nous avons l'amour du travail avec notre vie quotidienne. Bon, c'est ce que j'ai à vous présenter par rapport à notre binaire cet après-midi. Merci. Allô? Oui. Oui. On vous a entendu. Merci beaucoup pour ce partage. Et effectivement, comme vous dites, l'arrivée de l'échographie, entre autres, qui, vous l'avez dit, est une révolution par rapport au dépistage, et aussi pour améliorer la qualité des soins. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que certaines personnes veulent rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour.
Christine, c'est ça votre prénom? Oui, c'est ça. D'accord, moi c'est Peggy et merci beaucoup pour ce témoignage. Par rapport à la charge de travail, vous vouliez parler d'une pénurie des professionnels. C'est quel genre, quel métier vous manque en fait? Non. Et il y a beaucoup de sages-femmes qui sortent de l'école des sages-femmes, mais la profession, c'est pas tout le monde qui gagne, qui rentre dans la carrière en même temps. Ça fait que nous n'avons pas beaucoup de sages-femmes sur le terrain pour pouvoir exercer notre profession, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ok, ouais, c'est surtout une pénurie de sages-femmes. Oui. J'ai une autre question pour la collègue du Togo. Je m'appelle Romain, je suis sage-femme en PMI aussi, et j'ai pu voyager au Togo et travailler un peu auprès des collègues. J'avais une question dans les campagnes. Est-ce que les centres de santé sont dotés en sage-femme ou plutôt en accoucheuse auxiliaire? Comment ça se passe? Ou est-ce que les sages-femmes sont regroupées sur les centres hospitaliers ou les CMS? Merci. Et bref, il y a des sages-femmes dans les centres hospitaliers, des accoucheuses auxiliaires aussi, il y en a. Mais seulement que dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux, il y en a de ces sages-femmes, mais ça manque, parce que il y a la consultation prénatale à faire, il y a les accouchements à faire, il y a la planification familiale à faire, il y a le suivi des accouchés, c'est-à-dire dans les suites de couches, il y a tout ça là, mais nous ne sommes pas aussi nombreuses. C'est ce que je voulais dire, nous sommes aussi nombreuses. Or, il y a des sages-femmes à la maison qui cherchent du travail. Voilà. Ok, merci. Et quand vous parlez, Christine, des accoucheuses, donc les accoucheuses, ce ne sont pas des sages-femmes? Non. Et nous avons nous recevons la même formation, mais un peu liée. Là, actuellement, je suis dans un centre hospitalier. Il y a une sage-femme et une accoucheuse, ou bien des fois 2 femmes à la garde. Or, les 2 là, c'est pas aussi suffisant. Parce que, à la garde, on peut toutefois aller jusqu'à 5 accouchements, jusqu'à 5 accouchements par voie basse, ou bien, et des arènes aussi. C'est ce que je voulais dire. Il y a le nombre un peu insuffisant. Oui, 2 sages-femmes pour 5 salles de travail, plus la salle de césarienne. Voilà. Et si je comprends bien, il faut assurer en plus les consultations de suivi de grossesse, le surveillance postnatale, tout ça, c'est la même personne qui va faire les différentes missions le même jour, en fait, c'est ça? Voilà. Ok. Et une autre question sur la santé mentale, les patientes qui ont des problèmes de dépression, de tristesse, quand elles sont isolées ou quand elles ont des pathologies psychiatriques, comment vous faites pour les accompagner, vous, en tant que sage-femme? Est-ce que vous avez une formation sur ça? Est-ce que vous avez des collègues psychologues? Comment vous vous occupez de ces femmes? D'accord, merci. Oui, effectivement, il y a des collègues psychologues. Quand il y a de ces cas-là, on les transfère dans le service de médecine qui les prend en charge. Voilà. Il y a des psychologues dans le centre. Ok. Et est-ce que vous observez les cas de dépression du postpartum après l'accouchement, des mamans qui sont vraiment en tristesse, qui ont du mal à retrouver de l'énergie, de l'élan vital pour faire les activités de base et qui se détachent de leur bébé? Est-ce que ça arrive souvent? Ça arrive souvent. La plupart du temps, ça arrive. D'accord. Ah oui. Et de ces psychologues-là, on les transfère dans leur service. Ok. Parce que nous, en France, on en parlera sûrement avec Peggy, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser en France, et c'est un sujet sur lequel on essaye de se former le plus possible. Donc, je voulais savoir si les pouvoirs publics au Togo, au Sénégal, au Bénin, ils avaient pris la conscience de ça aussi sur leur territoire.
Oh oui. Ok. Puisque nous avons les psychologues. Nous travaillons toujours ensemble, voilà. Ok. Merci. Très bien. Merci Christine. Donc on va donner la parole à Jeanne Housson, donc qui doit être présente, qui est donc sage-femme au Bénin. Tu m'avais dit, Raïssa, qu'elle était présente, Jeanne? Oui, elle avait répondu qu'elle était là. Je sais pas si elle nous entend. Et du coup, elle était peut-être connectée sous un autre nom, c'est ça? Parce que moi, j'avais... Ah si, Jeanne. Il y a Maya Oui. qui peut nous répondre. Je pense que... Oui, elle est là. Je vois Ouais, son... je vois qu'elle était là. Alors, le micro est fermé, c'est peut-être pour ça. Jeanne. Ok. Bon. Eh ben, sinon, moi, je propose que Peggy Kosmatov prenne la parole. Et puis, bah, Jeanne, Bonsoir, madame. Elle est ah, là. ça y est, on vous entend. Ok, super. Ok. Je suis Jeanne Housson. Je suis sage-femme au Bénin. J'exerce cette double profession depuis maintenant 20 ans déjà. Et j'ai pour mission de l'accompagnement des femmes, des nouveau-nés et de la famille tout au long de la grossesse, et de l'accouchement et pendant la période postnatale. Donc, pendant ma carrière, j'ai eu l'opportunité d'accompagner de nombreuses femmes à de différentes étapes de leur vie, la reproduction en milieu urbain et comme en rural. Cette expérience m'a permis de mesurer l'importance du rôle de la sage-femme dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Et comme rôle de la sage-femme au Bénin, nous consultons les femmes pendant la grossesse, nous faisons la CPN recentrée et nous faisons l'accouchement assisté. Et après l'accouchement, nous avons le suivi des nouveau-nés. En plus de cela, nous faisons la planification familiale. Et nous faisons, pendant les consultations, nous essayons de faire le diagnostic des grossesses à risque et nous faisons la prévention des infections pendant cette période. Maintenant, nous n'avons pas au Bénin des accoucheuses, nous n'avons pas de matrone, puisque ça a évolué. Autrefois, c'était l'accompagnement reposait sur ces matrones et les savoirs traditionnels, mais ça a évolué de génération en génération, ça a évolué. Et ces pratiques on entend jouer sur l'importance de l'accouchement, mais ça a beaucoup évolué. Et dans la communauté, il y a eu beaucoup de formations de sages-femmes. Aujourd'hui, le métier de sage-femme est considérablement évolué. Nous sommes désormais des professionnels de santé qualifiés, formés pour la prévention de ces grossesses à risque et à la surveillance de la grossesse, à l'assistance de l'accouchement et aux soins du nouveau-né. Notre rôle ne se limite plus à aider les femmes à accoucher, mais nous intervenons également dans la planification familiale, l'éducation de la santé et le suivi prénatal et le postnatal. Donc, comme nous dépistons aussi nos femmes pendant les périodes de consultation par rapport aux IST, VIH et les hépatites. Comme impact sur la santé maternelle et néonatale, grâce au suivi régulier des grossesses et de l'accouchement assisté par le personnel qualifié, les décès maternels ont diminué, beaucoup diminué parce que toutes les maternités ont des agents qualifiés sages-femmes. Mais toujours est-il que le nombre est insuffisant parce que nous avons plus de la charge de travail pèse beaucoup sur les sages-femmes. Parce qu'une seule sage-femme dans des périphéries, souvent il y a plus de femmes qui viennent pour la consultation. Et une seule sage-femme peut avoir 5 accouchements, à y faire 5 à 7 accouchements dans les périphéries.
Nous sommes, moi particulièrement, je suis dans un hôpital, mais l'hôpital est sans bloc. Nous n'avons pas de bloc chirurgical, donc nous faisons des accouchements naturels. Et quand il y a eu des complications, nous sommes obligés de référer. Toujours est-il que le personnel est suffisant parce que s'il faut faire 5 accouchements naturels par une seule sage-femme qui est de garde, et à la fin de l'accouchement, les supports à documenter sont énormes aussi. Nous avons vraiment de supports à documenter pour une seule femme. Et ça fait que parfois, il y a des laissés-aller pour certains documents à vraiment remplir. Donc, par rapport au nouveau-né, nous faisons le suivi par des postnatales, nous donnons des rendez-vous et ils viennent, les mamans les amènent au rendez-vous et pendant la vaccination, nous profitons aussi pour faire la sensibilisation sur la planification. C'est ce que nous faisons ensemble au Bénin. Merci. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce retour de votre quotidien. Est-ce que quelqu'une a des questions? Oui, j'ai une petite question, moi. Vas-y. Bonjour Jeanne, donc moi je suis Peggy, la sage-femme, et je vais faire une présentation tout à l'heure. J'ai une petite question, merci beaucoup pour le témoignage. Vous avez plusieurs fois parlé de la planification familiale. Est-ce que cette activité, elle est assez récente chez vous? Voilà, est-ce que c'était une activité qui était réservée aux médecins avant et que les sages-femmes maintenant réalisent? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça dans votre formation initiale il y a 20 ans? Vous aviez déjà été formé sur la planification? Oui, merci Madame PJ. Non, la planification, c'est toujours les sages-femmes qui le font. On est formé les sages-femmes sont formées pour la planification, donc nous faisons la planification depuis longtemps. Ça n'a pas été récent. Depuis même avant 20 ans, les sages-femmes faisaient déjà la planification. Et du coup, Madame Moussou, j'ai les mêmes questions que pour la collègue du Togo. Au niveau de la santé mentale, est-ce que vous avez la chance de travailler avec les psychologues? Est-ce que vous voyez beaucoup de cas de dépression du postpartum? Non, pour mon cas, nous n'avons pas de dépression pendant le postpartum, postnatal. Si ce cas venait, nous avons des psychologues dans des grands centres au CHD, mais ce sont vraiment des cas rares. Moi, je n'en ai pas eu, je n'ai jamais rencontré un cas comme ça. Ok, merci. Je me permets de dire que il faut noter aussi que, par exemple, au Bénin ou au Togo, on peut avoir des dépressions du postpartum, mais qui passent sans qu'on ait diagnostiqué ça. Parce que il faut qu'une femme ou bien l'entourage d'une femme remarque que cette dame est en train de faire un baby blues ou une dépression du postpartum pour venir consulter, par exemple. Donc, elles ne viennent peut-être pas à l'hôpital, mais je sais qu'il y en a sûrement qui font des dépressions du postpartum qu'on ne documente pas à l'hôpital, quoi. Merci Raïssa. Mais ce que disait effectivement la collègue, c'est qu'elle voit quand même les mamans, enfin elle voit les enfants pour le suivi effectivement de l'enfant, et donc elle en profite aussi, je pense, pour l'aborder avec les mamans à ce moment-là. Ouais, bon, oui. Effectivement, ouais. Par contre, ce que j'ai compris du coup, c'est que effectivement au Bénin, donc il n'y a plus ni matrone ni accoucheuse, contrairement au Togo où il y a des accoucheuses. C'est bien ça que j'ai compris? Les accoucheuses au Togo, c'est les accoucheuses auxiliaires diplômées d'État. Oui. D'accord. Ouais.
Alors qu'au Bénin, c'est... Au Bénin, Oui. bon, il n'y a pas des accoucheuses encore au Bénin. Nous avons des sages-femmes qui sont positionnées dans toutes les maternités. Mais si c'est des maternités isolées, il n'y a rien que des sages-femmes. Nous n'avons plus des accoucheuses au Bénin. Ouais, c'est ça. Et Oui, au Togo, il y a toujours des accoucheuses auxiliaires d'État qui sont dans les centres éloignés, bien qu'il y a aussi des sages-femmes dans d'autres centres. Donc, il y a toujours les accoucheuses. Il y a dans quelques centres des matrones, bien sûr, et des sages-femmes aussi qui sont dans les centres, surtout dans les centres hospitaliers, il y a des sages-femmes. J'avais une question encore sur le mode d'exercice. Les sages-femmes, est-ce qu'elles sont autorisées à travailler pour elles? Est-ce qu'elles sont autorisées à travailler dans un cabinet en ville, à facturer les patients et à voir les patientes sans être employées par l'État? Est-ce que ça, c'est possible au Bénin et au Togo? Au Togo, je dirais que c'est possible. C'est possible. Et la sage-femme peut toutefois avoir son cabinet et y travailler bien avec les gynécos et travailler. Et je dirais que c'est possible. Mais la plupart des sages-femmes sont toujours employées par l'État. Voilà. Des cabines, mais c'est sous l'autorisation du gouvernement d'abord et il y a toujours un médecin en tête de ce cabinet. Sans le médecin, la sage-femme seule n'a pas le droit d'avoir son cabinet privé. Et quand elle travaille dans le cabinet privé, elle ne travaille plus sous l'autorité du gouvernement juste. C'est un contrat qu'on signe sous l'autorisation du gouvernement. Elle travaille dans le cabinet privé, mais en même temps, elle ne travaille plus dans le gouvernement au niveau public. C'est strict au Bénin. Elle travaille sous la responsabilité du médecin. Elle travaille sous la responsabilité du médecin. Merci. Je vais peut-être compléter un peu, Raïssa. Bon, c'est vrai, pendant une période, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, il était possible pour tout intervenant en milieu hospitalier, médecin, sage-femme, tout ça, de travailler à la fois pour l'État que pour le secteur privé. Donc, ils pouvaient ouvrir leur clinique cabinet privé. Mais je crois que depuis 2 ou 3 ans, le secteur a été réformé et il est formellement interdit à un médecin d'avoir un centre privé. S'il veut en avoir, il est obligé de démissionner des centres de l'État pour ne pas créer de la concurrence. Donc, c'est la même chose pour les sages-femmes. Quand vous voulez intervenir en milieu privé, vous demandez l'autorisation. On vous donne l'autorisation et là, on vous radie. Et si vous voulez intervenir pour l'État, au milieu public, vous intervenez exclusivement. Donc, c'est ce qui a réglementé un peu le secteur actuellement. Donc, elles n'interviennent exclusivement que dans le secteur public. Donc, en attendant, ceux qui ont des centres d'accouchement, des maternités, sont très peu nombreux et ceux qui en ont font appel Merci. Ok. Moi, j'ai une petite question qui permet peut-être de faire le lien avec la présentation suivante. C'est est-ce que les sages-femmes du Togo, du Bénin ou du Sénégal font partie d'un conseil de l'ordre des sages-femmes, ou est-ce qu'elles font partie d'une organisation qui soutient leur diplôme, qui garantit les compétences et qui les aide à avoir une visibilité aussi au niveau de la politique? Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes effectivement qui peuvent répondre. Dibokor vous aviez levé la main. Alors, je pense que vous aviez levé la main peut-être avant l'intervention de la question de Peggy.
Bonjour. Bonjour. Je salue tout le groupe. Bonjour. Bonjour. Le thème est si intéressant pour moi que j'avais invité des sages-femmes qui avaient des postes qu'on appelle postes de coordinatrice de la santé de la reproduction. Au niveau régional, il y en a ici au Sénégal. Au niveau départemental, au niveau du district sanitaire, il y en a au Sénégal. Ok, il y a ce qu'on appelle la coordinatrice de la santé de la reproduction. Je les avais invités, mais j'ai l'impression que c'est un peu par rapport à l'horaire. C'est un peu par rapport à l'horaire, certainement, qu'elles ont peut-être des difficultés pour intégrer. Alors, moi, pour me présenter, je suis infirmier de formation de base, technicien supérieur de santé en enseignement et administration. Et j'ai pris ma retraite comme technicien supérieur en enseignement et administration. Alors, j'ai été superviseur de district, superviseur aussi régional, des soins de santé primaire. J'aurais aimé que ces femmes-là soient présentes pour un peu ne pas nous arrêter seulement à ce que nous disons là est très bien, mais l'impact réellement, c'est-à-dire d'où sommes-nous partis quand il n'y avait pas de sage-femme. Quand moi j'étais infirmier chef de poste, il n'y avait pas de sage-femme dans les postes de santé. Mais il y en avait seulement dans les centres de santé et dans les hôpitaux. Il y avait très peu de postes de santé qui avaient une sage-femme. Donc c'est les infirmiers qui jouaient en même temps le rôle de sage-femme. Donc les infirmiers faisaient le job de l'infirmier, le job de la sage-femme, le job du médecin généraliste, ainsi de suite. Alors, mais cette période est révolue. Après, maintenant, il y a eu les sages-femmes qui sont venues, qu'on a envoyées au niveau des postes de santé petit à petit. Maintenant, au Sénégal, dans presque tous les postes de santé, je ne peux pas donner de chiffres, malheureusement. C'est pour ça que j'avais demandé à ces collègues jeunes qui sont encore en activité au niveau des régions médicales et des districts. Je les avais invités, elles seraient plus à l'aise pour nous donner certains chiffres. Pour dire que présentement au Sénégal, au niveau des postes de santé, il y en a très peu qui sont sans sage-femme. Il y a les infirmiers, les sages-femmes. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes même allés jusqu'à dire qu'il faut doubler les postes. C'est-à-dire, là où il y a un infirmier au niveau du poste de santé, il faut qu'il y ait un adjoint, un second, si vous voulez. Au niveau de la maternité aussi, la sage-femme doit être doublée. Elle ne doit pas être seule. Et dans la majeure partie des cas, nous parvenons à le faire au niveau des districts. Maintenant, ça, c'est un travail qui se fait localement. Mais l'État a initié beaucoup de projets avec des partenaires surtout. Je ne vais pas revenir sur tous les projets parce qu'il y en a eu beaucoup, et qui nous aident, qui vont même jusqu'à faire une contractualisation avec des sages-femmes pour en mettre à disposition au niveau des coins les plus reculés. Ça fait. Il y avait aussi un projet d'itinérance des sages-femmes. Un projet qui prenait les sages-femmes, qui les engageait, qui les contractualisait et qui les mettait en itinérance. C'est les sages-femmes qui faisaient des tournées au niveau des zones les plus reculées pour prendre en charge les femmes et les enfants et les nouveau-nés, surtout. Donc, il y a eu beaucoup de projets comme ça. Actuellement, les sages-femmes sont disponibles un peu partout au Sénégal, dans les coins les plus reculés. Je ne peux pas donner de chiffres malheureusement. Et j'aurais voulu aussi avoir les chiffres, les tendances actuelles, parce que nous avons un indicateur qui est suivi par rapport à la prise en charge surtout des parturientes, des femmes enceintes, par les sages-femmes. Les accouchements, par exemple. Pour les accouchements, oui, combien d'accouchements sont suivis par une sage-femme, sont assistés? Quand nous disons accouchement assisté au Sénégal, c'est un accouchement qui a été suivi par une sage-femme. C'est ça, quoi. Bon, il y a des matrones jusqu'à présent, parce que les sages-femmes ne peuvent pas tout faire. Mais les matrones, ici, il n'y a pas, par exemple, d'accoucheuse d'État. J'ai entendu un peu parler d'auxiliaires accoucheuses d'État. Cela n'existe pas au Sénégal. Au Sénégal, nous avons les matrones qui font partie du personnel communautaire. Ce sont des membres de la communauté qui ont été choisis par la communauté elle-même
pour servir dans la communauté. Elles appuient le travail que font les... Mais en général, c'est au niveau des salles d'accouchement où elles sont avec les sages-femmes pour les aider à... Sinon, c'est pas possible, il y a trop d'accouchements à faire quelquefois dans certaines zones. Bon, globalement, c'est ce que vous... Et ensuite, ces sages-femmes, au niveau, non seulement à la maternité, mais au niveau des services de pédiatrie, actuellement, l'effort est allé jusqu'à mettre quelquefois au niveau des services de pédiatrie des sages-femmes aussi. Voilà. Maintenant, par rapport à la question de Romain plutôt, excusez-moi, sur l'accompagnement psychologique. Bon, ce n'est pas systématique, mais c'est au cas par cas. Chaque fois qu'il y a un cas, le service envoie ce cas, réfère ce cas à une personne qui peut, un psychologue qui peut la prendre en charge. Et ça peut faire des kilomètres, hein, voilà. Ça peut faire par exemple de Kédougou à Dakar, c'est voilà, 700 et quelques kilomètres, etc. Donc c'est pas évident en tout cas. Mais de plus en plus, en partenariat avec les autres secteurs, tels que l'éducation par exemple, où il y a toujours un psychologue conseiller, nous essayons de les mettre dans le circuit, dans le dispositif, pour que chaque fois qu'ils puissent nous appuyer avec leur expérience, etc. Mais bon, ce qui se fait quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai voulu ramasser un peu pour ne pas trop parler. Voilà. C'est parfait, c'est vrai que je voulais. Merci beaucoup. Voilà. Merci. 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 Il y a une main levée. Je vous laisse prendre la parole. Oui, c'est moi, Sorna. Je suis sage-femme au Sénégal. Et je voulais juste appuyer ce que Dibokor vient de dire. Et c'est vrai que les matrones, ils sont là. Mais je dis toujours que les matrones ne sont pas seulement là pour nous accompagner au niveau des accouchements, pour les accouchements. Elles sont aussi nos relais pour envers la communauté. Pour nous qui sommes en milieu rural, elles sont vraiment nos relais au niveau de la communauté parce que ce sont elles qui sont en contact direct avec les personnes qui sont avec les femmes. C'est elles qui recensent les femmes qui doivent faire les CPN, c'est elles qui recensent les postnatales, c'est elles qui voient aussi les jeunes filles qui sont enceintes et qui sont en problème et qui nous les amènent. Donc elles jouent un rôle très crucial dans notre qui, mais comme on le dit souvent, elles n'ont pas droit à l'accouchement seul. Elles ne doivent pas accoucher seules, on les accompagne toujours. Parce que l'accouchement maintenant au Sénégal doit être fait par un personnel qualifié. Le personnel qualifié, c'est soit l'infirmière, c'est soit la sage-femme qu'on prend pour l'accouchement. Mais parfois, on est dans la salle, mais on les laisse accoucher parce que tu ne peux pas avoir 2 accouchements simultanés et pouvoir les gérer en même temps quand on est une seule sage-femme dans une salle. Donc, elle nous relaie et elle nous donne vraiment appui au niveau des postes. Maintenant, pour l'accompagnement psychologique, c'est un peu dur au Sénégal, l'accompagnement psychologique. On essaie d'être psychologue et nous les sages-femmes, on essaie d'être psychologue, thérapeute et on fait tout à la fois aussi. Parce qu'il y a que nous qui pouvons aider ces femmes-là. Même si vous les référez, elles ne partiront pas. Ouais. Elles ne partiront pas. 1, faute de moyens. 2, faute de croyances aussi. Les moyens, elles ne vont pas dépenser beaucoup d'argent pour aller faire un traitement à 15 000 francs par séance ou à 20 000 francs par séance. Elles ne vont pas le faire plus de transport. Ça va les coûter plus de 50 000 francs à chaque déplacement. Deuxièmement, elles n'y croient pas. Elles n'y croient pas, oui. On va te dire, une femme qui te fait une dépression postpartum, on va te dire que c'est le sang de l'accouchement qui est monté sur sa tête. Donc, ce sont des croyances ancrées depuis des générations et c'est difficilement enlevable. Très difficilement. Quand une femme, au moment des vomissements gravidiques, quand tu vois qu'une femme te fait une dépression, on te dira tu sais qu'elle a des problèmes et que tu veux en parler, c'est un peu tabou aussi, c'est un peu tabou dans le milieu rural. En ville, on le fait, mais plus en milieu rural, on a beaucoup de problèmes concernant cela. Voilà. Si j'ai bien répondu à votre question. C'est très intéressant. Votre éclairage, parce qu'on a plusieurs patientes qui viennent de vos communautés. Donc, d'avoir cet éclairage-là pour pouvoir les accompagner, parce qu'on sait que la santé mentale, c'est un vrai tabou, mais même dans nos communautés ici, c'est encore très difficile d'aborder ces sujets. Donc, merci pour cet éclairage.
Mais ok, merci beaucoup. C'est tellement vrai que dans notre travail de sage-femme, on fait aussi ce soutien psychologique. Ça fait partie de notre formation aussi, hein. Oui. Voilà, ça fait partie de notre formation et on est là pour ça aussi. Oui, ça fait. Peut-être essayer de s'appuyer justement sur les matrones, comme vous dites, elles ont quand même un rôle crucial. Et effectivement, pour aller, parce que vous dites, voilà, c'est tabou, mais peut-être comme elles sont voilà dans la communauté, peut-être que si elles sont elles-mêmes aussi formées, peut-être. Voilà. C'est pour cette raison, moi, particulièrement, quand je fais des accompagnements psychologiques, je préfère qu'elles soient là. Je préfère qu'elles soient présentes, les matrones soient présentes quand on parle aux femmes et tout cela. Elles te permettent vraiment de finir parfois ce que tu ne vois pas. Elles te le disent. Et en plus, elle saura le faire demain pour une autre personne quand tu seras pas là. Exactement. Ça. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, donc on a eu le Togo, le Bénin, on a terminé là avec le Sénégal et puis on va donner la parole à Peggy. Oui, alors vraiment moi je suis ravie d'être présente aujourd'hui parce que j'adore parler avec les sages-femmes en général et si elles viennent d'ailleurs, c'est encore mieux parce que c'est tellement riche et vraiment merci d'être là, c'est vraiment chouette. Ça donne envie enfin moi j'aimerais qu'on passe toute la soirée ensemble. Donc on m'a demandé, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. On m'a demandé de faire une présentation sur ce grand sujet de la profession de sage-femme, sur son évolution et sur son impact dans la santé maternelle et néonatale. Donc tout d'abord, je me présente. Donc je suis Peggy Kosmatov et je suis une des sages-femmes du département des Yvelines. Et donc je travaille dans un centre de protection maternelle et infantile où on réalise les consultations de grossesse et les consultations postnatales aussi. Nous ne réalisons plus les accouchements parce que nous n'avons pas accès aux salles d'accouchement des hôpitaux. Voilà, nous travaillons en centre de santé, mais également nous allons au domicile des patientes aussi. Moi, je suis diplômée depuis 22 ans, donc vraiment un petit peu comme les autres collègues qui ont parlé, on est un peu de la même génération. Et moi, j'ai voulu faire ce métier parce que j'étais très attirée par la vie en général. Alors tout d'abord, c'était la vie des animaux qui m'intéressait parce que j'ai grandi à la campagne avec beaucoup d'animaux autour de moi. Et puis au final, j'ai trouvé la vie humaine encore plus intéressante. Donc voilà, j'ai voulu faire ces études. Donc j'ai travaillé dans 2 gros hôpitaux avant d'arriver à la PMI en 2015. Et puis pour la petite histoire, depuis 3 ans, je suis élue au Conseil de l'Ordre des sages-femmes, donc on va en parler un petit peu ensemble aussi. Bon, j'espère que ma présentation ne va pas être trop longue, sinon vous me le dites. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de me documenter pour avoir des éléments intéressants. J'ai fait un travail de recherche en fait pour comprendre ma propre profession et j'espère que ça va vous intéresser. Donc tout d'abord, pour parler de la profession de sage-femme, je trouve que c'est intéressant donc de voir l'histoire de cette profession. Alors moi, je vais vous parler de l'histoire en France et ensuite je vous parlerai des compétences et des missions en France et enfin, on verra pourquoi la valorisation des sages-femmes est importante pour la santé maternelle et néonatale. Voilà, je n'ai rien inventé. J'ai récupéré tout plein d'informations de différentes sources que j'ai mises à la fin de la présentation. Donc sur l'histoire, avant de parler du présent et de l'avenir, c'est toujours intéressant de faire un petit voyage dans le temps et de comprendre l'étymologie, de comprendre d'où vient ce mot sage-femme. En tout cas, en France, c'est comme ça qu'on les nomme. Avant, on les nommait les ventrières. Bon, on sait pourquoi, ça concernait le ventre. Au Xe siècle, on a trouvé une trace du mot ventrière. Puis, jusqu'au XVe siècle, on les appelait les matrones, effectivement. Dans le mot matrone, on entend le mot maternel, en fait, de mère. Et au XVe siècle, en France, est apparu le terme sage-femme sur des actes de naissance. Alors sage,
ça vient, c'est une racine latine, mais aussi grecque. Ça vient du latin sapere. Sapere, c'est savoir, c'est connaître. En grec, la sagesse, c'est sophos, et c'est celui qui est instruit et celui qui est prudent. Et femme, ce serait en fait la parturiente, mais j'ai pas trouvé de source qui était très sûre. Est-ce que la femme, c'est la femme dont on s'occupe, ou est-ce que c'est la professionnelle? Mais voilà, il y avait beaucoup d'écrits qui disaient qu'en fait c'était la parturiente. Mais bon, moi j'ai toujours cru que c'était la professionnelle. Oui, pardon. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était la professionnelle. Maintenant, on dit que c'est la parturiente. C'est pour ça que un homme sage-femme peut s'appeler sage-femme. Progressivement, au fil des années, la sage-femme a reçu une éducation morale et religieuse, et donc, de ce que j'ai compris, on les appelait matrones avant parce qu'elles étaient un petit peu libres, elles n'étaient pas forcément en lien avec l'Église. Et ensuite, l'Église a voulu former les matrones en leur donnant une éducation morale et religieuse. Et c'est comme ça qu'on les appelait des sages-femmes. Parce qu'en fait, la sage-femme, c'est celle qui a la connaissance de la femme, mais c'est celle aussi qui a de la vertu. Donc finalement, sage, c'est à la fois la moralité et la connaissance. Voilà. Ensuite, sur les origines de la profession, alors, on va parler de l'Europe. Moi, je connais pas du tout les origines chez vous, dans vos pays. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, ça, je pense que c'est un fait mondial. La sage-femme, c'est la première professionnelle spécialisée dans la naissance. Dans la Grèce antique, on les appelait les Mayas. La Maya, c'est un personnage de la mythologie grecque qui veillait aux accouchements. Et la maïeutique, c'est l'art de l'accouchement. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur Socrate, qui est un grand philosophe de la Grèce antique. Socrate avait pour mère une sage-femme et donc, en regardant le travail de sa mère, en échangeant avec elle, lui s'est défini comme un maïeuticien, c'est-à-dire comme un philosophe, voilà, qui avait pour objectif de faire accoucher les esprits, les pensées. Voilà, donc je trouvais cette anecdote assez sympathique. En France ou en Europe, au Moyen-Âge et à la Renaissance, les matrones avaient des connaissances empiriques. Elles gênaient un peu l'Église parce qu'elles interféraient avec la volonté de Dieu. Même si les traitements, les thérapies qu'elles pouvaient mettre en place auprès des femmes étaient bénéfiques, ça pouvait gêner l'Église. Elles avaient une certaine autonomie, un certain pouvoir. Elles étaient en plus la seule figure auprès des femmes, parce que le corps des femmes était tabou. Donc il était complètement exclu de la médecine exercée par les hommes. Il y a eu en France et en Europe une grosse période de chasse aux sorcières par l'Église, et les matrones, on les assimilait à des sorcières. Donc plus tard, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu donc des sages-femmes qui ont reçu une éducation morale et religieuse. Elles ont gagné en crédibilité auprès de l'Église. Elles ont même pu remplacer le prêtre quand l'enfant était en danger de mort. Et elles avaient un rôle très important pendant les baptêmes. Elles pouvaient même être les marraines de l'enfant. Et comme elles avaient gagné en crédibilité, en fiabilité, elles sont devenues assez présentes auprès des élites, auprès des reines, des princesses. Ensuite, dans l'histoire, alors c'était pas évident de condenser tellement il y avait d'informations sur l'histoire, donc j'ai essayé de résumer. Ce qui est intéressant de voir, c'est la formation des sages-femmes. Donc il y a un début de formation qui s'est mis en place au XVe siècle à Paris. Donc ça concernait une minorité de sages-femmes, plutôt les sages-femmes qui exerçaient en ville. Il y avait une grosse différence entre celles qui exerçaient en ville et celles qui exerçaient à la campagne. Celles qui exerçaient en ville pouvaient avoir un accès à la formation. Il y a eu aussi en Europe, il y a eu des ouvrages de médecine qui ont été écrits par des sages-femmes. C'est assez rare à cette époque-là que des femmes écrivent des ouvrages. Au XVIIe siècle, il y a une sage-femme assez célèbre qui a été la sage-femme de la reine Marie de Médicis, qui a écrit un ouvrage très important sur l'obstétrique. Et puis au final, au XVIIe siècle, les médecins, chirurgiens, ont commencé à trouver l'obstétrique intéressante. Ils ont petit à petit remplacé la sage-femme à la cour de France.
auprès des reines. Vous allez comprendre que l'histoire de la sage-femme, c'est un peu une histoire de lutte de femmes. C'est assez français peut-être ça. Au XVIIIe siècle, il y a l'usage du forceps qui renforce le rôle du médecin obstétricien et qui rend finalement la sage-femme un petit peu moins, un petit peu moins crédible parfois, donc surtout auprès des élites. En 1660, quand même, la sage-femme est officiellement reconnue en France, puisqu'elle est agréée à la Corporation des chirurgiens. À partir de là, il va y avoir une grande mutation pour la profession. Au XVIIIe siècle, une sage-femme très célèbre, Angélique Ducoudray, a créé ce mannequin que vous voyez sur l'image, qui est toujours existant. Je crois que ce mannequin existe dans un musée en France, je ne sais plus où. Elle a créé ce mannequin et elle est partie dans tout le royaume de France pour former énormément de sages-femmes pendant 25 ans. Ça a été un vrai outil de pédagogie. En 1803, Napoléon officialise les écoles de sages-femmes. Il commence à y avoir des écoles de sages-femmes un petit peu partout en France. Et en 1807, la durée des études passe de 6 mois à 1 an, puis à 2 ans en 1892. Et là, on va tout de suite faire un bond dans le présent sur la formation actuelle parce qu'il s'est passé tellement de choses au niveau de la formation. On était à 2 ans, puis à 3 ans, puis à 4 ans. Moi, j'ai fait des études pendant 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 6 ans d'études avec un diplôme reconnu au niveau universitaire. En fait, les écoles de sages-femmes ont rejoint les universités. Mais quelque chose n'a pas changé. Pendant ces études, on fait toujours beaucoup de théorie, beaucoup de pratiques et beaucoup de stages, de jour, de nuit, de week-end. Voilà, dès l'âge de 18 ans. Il y a aujourd'hui 34 établissements de formation en France. Est-ce que tout le monde est là? J'entends personne. Oui, nous sommes là. On t'écoute. Vous dormez peut-être? Non, on t'entend, on t'écoute. Non, c'est très intéressant. Merci, parce que je ne vous vois pas du tout, je ne vois que ma présentation, donc je ne peux pas vous voir réagir. Ensuite, cette profession de sage-femme, elle est devenue une profession reconnue comme étant médicale, comme les médecins. Voilà, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur aux sages-femmes en France, d'être reconnues médicales. Et donc c'est Napoléon en fait qui le premier a défini la profession comme une profession médicale. Et puis ensuite il y a eu des lois qui ont obligé les médecins et les sages-femmes à exercer avec un diplôme. Vraiment, je pense que certainement au 19e siècle, il y avait des exercices de médecins et de sages-femmes sans diplôme, mais en 1892, la loi a été formelle, il fallait un diplôme, être formé. En 1945, il y a eu la création du Conseil de l'Ordre des sages-femmes, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et en 1953, il y a eu le Code de la santé publique qui existe toujours aujourd'hui et qui reconnaît par la loi la sage-femme comme une profession médicale aux côtés des médecins et chirurgiens dentistes. Alors pourquoi c'est une profession médicale et pas paramédicale? La différence, c'est que la sage-femme, elle a une autonomie dans son diagnostic, dans sa prescription et dans sa prise en charge clinique, en tout cas en ce qui concerne son domaine de compétence. Alors la création de l'Ordre des sages-femmes, c'est une histoire assez symbolique de la place des femmes dans notre société, mais c'est aussi l'histoire des sages-femmes dans le monde de la santé. Parce qu'au départ, en 1945, quand le Conseil de l'Ordre a été créé, il a été présidé par un médecin gynécologue obstétricien. Voilà. Bon, ça a dû faire grincer des dents les sages-femmes quand même, hein. En 1949, donc le code de déontologie a été établi et il a fallu attendre 1995 sous l'impulsion de Simone Veil, ministre à la Santé à cette époque, pour avoir la présidence du Conseil de l'Ordre par une sage-femme. Voilà. Et non plus dépendre du médecin, en tout cas pour les décisions qui nous concernent. Et pourquoi avoir un ordre professionnel? Alors, nous, les sages-femmes, on est toutes
on exerce toutes avec l'ordre, enfin, on est toutes inscrites à l'ordre professionnel. C'est obligatoire de s'inscrire. On ne peut pas exercer sans y être inscrite parce que l'ordre, c'est notre organisme qui garantit la qualité des soins, qui va garantir nos compétences, qui va aussi favoriser le respect de la déontologie et qui va favoriser la protection des patients. En fait, une patiente, si elle n'est pas contente des soins prodigués par une sage-femme, elle peut d'abord porter plainte auprès du Conseil de l'ordre. Ensuite, on va parler des missions et des compétences en France. Donc, déjà, merci aux collègues du Bénin, du Togo et du Sénégal d'avoir évoqué aussi leurs compétences. Je pense que là-dessus, on est assez, on a des compétences communes relatives à la grossesse et à l'accouchement, des compétences aussi en gynécologie de prévention, en orthogénie aussi, concernant les avortements, les sages-femmes ont gagné un certain terrain. En matière de vaccination aussi, les sages-femmes ont un rôle de plus en plus important, et aussi dans la procréation médicalement assistée. De plus en plus de sages-femmes travaillent dans ces services. Là, je vous ai mis une petite affiche du Conseil de l'ordre des sages-femmes qui fait de la communication aussi auprès des instances publiques et aussi auprès du grand public, pour indiquer qu'il n'y a pas d'âge pour consulter une sage-femme. Et donc, sur la droite, on voit quels sont les actes réalisés par les sages-femmes. Voilà, donc on en a parlé ensemble. Il y a le suivi gynécologique, la contraception, l'IVG médicamenteuse et aujourd'hui instrumentale aussi. Maintenant, il y a des sages-femmes qui font des IVG instrumentales. Les sages-femmes sont aussi présentes pour tout ce qui est addiction. Alors, on n'est pas addictologue toutes, mais on se doit de dépister et d'orienter ou de prendre en charge si on a une formation en addictologie. Nous pouvons réaliser des échographies si nous avons un diplôme complémentaire. Nous sommes là pour réaliser la préparation à la naissance aussi. Nous sommes là pour surveiller la grossesse, pratiquer l'accouchement, la consultation postnatale, la surveillance aussi de la maman et du nouveau-né après la naissance, comme vous le faites aussi. Et puis donc, nous vaccinons les mères déjà pendant la grossesse, mais aussi ça peut être des jeunes femmes aussi qu'on peut vacciner, mais aussi des enfants maintenant. On peut même vacciner tout l'entourage, voilà. Et puis nous sommes là aussi pour accompagner l'allaitement maternel et nous sommes là aussi pour la rééducation du périnée. Voilà. Alors sur le code de déontologie, rapidement, le code de déontologie, c'est vraiment un texte de plusieurs pages qui est écrit par notre Conseil de l'ordre et qui sert à garantir nos compétences et une certaine éthique du soin. Dans ce code de déontologie, il est décrit 3 grandes thématiques. D'abord, les devoirs envers les patients. On se doit d'avoir un certain respect de la dignité, du consentement. On se doit de garder le secret professionnel, d'avoir une information claire et loyale et d'éviter toute discrimination. Tout cela, en fait, concourt à lutter contre toute forme de violence de soins. De plus en plus en France, nous parlons des violences de soins, dont les violences gynécologiques et obstétricales. Voilà, de plus en plus, des femmes témoignent avoir vécu des violences dans le milieu du soin. Et on se doit, nous, d'avoir une certaine éthique. Notre code de déontologie décrit également nos devoirs professionnels. Donc, on a un devoir de formation continue. On a un devoir d'indépendance professionnelle, c'est-à-dire que une sage-femme ne peut pas s'installer dans un commerce, en fait. Elle ne peut pas non plus vendre des objets commerciaux. Et puis, on se doit d'avoir un exercice qui est fondé sur les données scientifiques. Tout ça, c'est pour éviter les pratiques déviantes qui ne sont pas reconnues par la science. Et ce code de déontologie décrit également les relations avec nos confrères, nos consoeurs et les relations avec les institutions, les relations qui doivent se faire dans le respect mutuel et dans la collaboration et la confraternité. Alors, comment nous nous coordonnons avec le médecin? Eh bien, que ce soit en obstétrique ou en gynécologie, en fait, notre domaine, c'est la physiologie.
quand il y a de la pathologie, nous nous devons d'orienter auprès des médecins. On va voir un petit peu plus tard que ça pose quelques petits problèmes. Mais voilà, notre travail, c'est sur le champ de la physiologie. Dès qu'il y a des pathologies, on se doit d'orienter auprès d'un médecin et on se doit d'assurer la continuité des soins aussi. Alors les défis actuels en France, voilà. Donc, j'ai cherché un petit peu moi-même quand même. Quels sont les défis? Parce qu'on doit faire face à des défis démographiques. Il y a un vrai problème en France, c'est la baisse de la démographie des médecins. Il n'y a pas suffisamment de médecins pour l'ensemble de la population. En France, c'est une population qui vieillit, avec des pathologies chroniques aussi. Donc voilà, les médecins sont très très occupés et on a de moins en moins de médecins, ce qui donne des tensions au niveau hospitalier avec des grosses difficultés de recrutement. C'est assez fréquent maintenant que des maternités ferment au mois d'août, ou en tout cas ferment des lits au mois d'août parce qu'il manque des médecins, mais aussi il manque des sages-femmes. C'est comme vous, il y a aussi une pénurie de sages-femmes. On rencontre aussi partout en France une problématique sur la fermeture des maternités. Donc, ce qui va éloigner encore plus les femmes des maternités. En France, donc avec ce problème de démographie des médecins, il y a un manque de médecins aussi en ville, comme à la campagne. Donc, quand on a besoin d'un médecin généraliste ou gynécologue, c'est parfois compliqué. Alors, effectivement, les sages-femmes, c'est une réponse de santé publique pour garantir l'accès aux soins. On est assez nombreuses en France, mais peut-être pas assez pour répondre à toute cette demande. Mais voilà, pour le gouvernement, on fait partie d'une réponse de garantie à l'accès aux soins. Et nous avons été reconnus comme premier recours en obstétrique et gynécologie, c'est-à-dire que la femme, pour consulter une sage-femme, elle n'a pas besoin de passer par un médecin avant. Elle peut consulter directement une sage-femme. Un autre défi, c'est un défi qui est lié aux problématiques de société que nous rencontrons en France. Il y a un certain mal-être, en fait, partout en France, un mal-être sociétal qui n'épargne pas les femmes. On a parlé tout à l'heure de la santé mentale avec la dépression. Alors, faut savoir qu'en France, le suicide maternel, il est devenu la première cause de mortalité maternelle. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'hémorragie qui était la première cause de mortalité maternelle. Maintenant, on a réussi quand même à bien maîtriser l'hémorragie, mais c'est le suicide maternel maintenant qui prédomine. Nous sommes aussi dans une société avec des inégalités sociales de santé. Voilà, donc notre travail aussi, c'est de concourir à diminuer le plus possible ces inégalités sociales de santé en favorisant l'accès aux soins. Et puis, on doit aussi faire face à des violences qui sont faites aux femmes. Et en fait, de plus en plus, les sages-femmes sont engagées dans la MIPROF. En fait, on est engagé dans c'est des objectifs gouvernementaux de dépistage, d'accompagnement et d'orientation des femmes victimes de violences. Et puis, notre chère Stéphanie qui organise ce webinaire aujourd'hui fait partie de la MIPROF, justement, de cette mission de protection des femmes contre les violences, puisqu'elle est formatrice aussi. Et elle est aussi coordinatrice pour cette mission. Donc, les sages-femmes sont, avec notre formation, on a une formation qui est technique, mais aussi assez psychologique. Et nous sommes, quelque part, une réponse à l'humanisation du soin. On a un statut de sage-femme référente pendant la grossesse. Un statut qui est confirmé, en fait, par le gouvernement. Ensuite, pour répondre à ces défis, donc, il y a eu des évolutions, mais il y en aura encore des nouvelles, certainement. Et le Conseil de l'Ordre veille, justement, sur ces évolutions. Il y a chez nous en France, on accorde une place très importante aux entretiens pré- et post-nataux. Ce sont des temps d'échange un petit peu longs avec la future maman ou la maman qui vient d'accoucher, avec le papa s'il est présent. Ce sont des temps un petit peu longs où vraiment on échange sur les problématiques psychosociales en fait. Donc tout ça, voilà, c'est de la prévention pour la santé mentale. Et puis, on se doit aussi d'inclure le papa ou le coparent. Là. On se doit de l'inclure dans cette aventure de la naissance.
parce que en France, il faut dire que les familles sont parfois assez isolées finalement. Il n'y a pas toujours la communauté familiale pour prendre en charge des parents qui viennent d'accueillir un bébé. Et puis, on a élargi donc nos compétences vaccinales depuis 2023. Alors c'est le Covid qui a permis ça. Avec la problématique de Covid, il a fallu vacciner beaucoup de monde. Donc on a autorisé les sages-femmes à vacciner contre le Covid. Et au final, le gouvernement a décidé de donner aux sages-femmes la capacité de vacciner l'ensemble, enfin de faire l'ensemble des vaccins à toutes les personnes, enfants comme adultes. Voilà, sauf pour les personnes immunodéprimées. Depuis 2023, il y a des sages-femmes qui qui réalisent des IVG instrumentales. C'est en lien aussi avec le délai légal de l'avortement qui a été fixé à 16 semaines il y a quelques années. On peut aussi faire des arrêts de travail et les renouveler. Et puis, vous parliez tout à l'heure de la planification familiale. Oui, nous, depuis quelques années, on nous autorise à faire du dépistage des infections sexuellement transmissibles pour les femmes, mais aussi les partenaires. Et puis, on doit aussi dépister les cancers gynécologiques, donc les addictions, les dépressions, on l'a dit, et les violences, on l'a déjà dit. Et voilà, donc il y a des défis pour l'avenir. Peut-être au niveau du suivi gynécologique, le Conseil de l'Ordre se pose la question de placer les sages-femmes dans le champ de la ménopause, du dépistage de l'endométriose et du diagnostic de l'infertilité. Voilà, donc ça c'est des chantiers futurs. Toujours en lien avec la baisse de démographie des gynécologues. Alors voilà, j'arrive à la fin. Il y a des questions, Peggy, mais je pense qu'on peut attendre la fin pour les questions. Oui. Allez, vas-y, continuez. Donc j'arrive à la fin, donc dernièrement. Pourquoi la valorisation est importante? La valorisation des sages-femmes, pourquoi est-elle importante pour la santé maternelle et néonatale? Pour répondre à ça, je me suis vraiment appuyée sur l'Organisation mondiale de la santé qui vraiment donne des sources très très précieuses. Sur la mortalité maternelle mondiale, on a des chiffres assez récents. Alors c'est mondial, vraiment, on n'est pas allé pays par pays, mais on sait qu'une femme meurt tous les 2 minutes dans le monde à cause de la grossesse ou de l'accouchement ou des suites de l'accouchement. Donc ça fait 700 décès maternels par jour dans le monde. En France actuellement, on a un décès tous les 4 jours. Voilà. Au total, ça fait 260 000 décès par an. Concernant le nouveau-né, il y aurait 6 500 décès néonataux par jour. En France, j'ai trouvé qu'il y avait 4,1 décès pour 1000 naissances. La mortalité néonatale a augmenté en France ces dernières années, et ce qui place la France à la 23e place en Europe. Voilà. On était plutôt bon, on va dire, sur la santé néonatale, et on est devenu un peu mauvais. Voilà. Mais c'est peut-être aussi en lien avec, il y a de plus en plus de grandes prématurités, avec des grossesses tardives qui se font après 40 ans. Peut-être, c'est une hypothèse, je suis pas rentrée là-dedans, mais au total, ces décès néonataux représentent 47% de tous les décès d'enfants de moins de 5 ans, donc c'est assez énorme. Donc la profession de sage-femme, c'est une profession essentielle pour la santé publique mondiale. L'OMS, l'UNFPA, c'est l'Union, c'est des nations. Attendez, je sais plus, les Nations Unies pour, c'est de l'aide pour la population, et l'ONU ont décrété qu'il manquait 900 000 sages-femmes dans le monde, et ça représente 1/3 des effectifs nécessaires pour assurer des soins de qualité. Et la pénurie est plus importante là où les taux de mortalité sont les plus élevés. Donc ça montre bien que quand il y a des sages-femmes suffisamment en nombre, on va faire baisser les taux de mortalité. Il y a eu des études pour ça, pour montrer que les sages-femmes étaient essentielles. Il a fallu des chiffres pour le démontrer. Et on a des chiffres de 2014 qui disent que jusqu'à 67% des décès
de mamans ou de nouveau-nés ou des morti-naissances pourraient être évitées grâce à un suivi de qualité par une sage-femme. Avec une sage-femme, il y aurait 24% de risque en moins d'accouchement prématuré. Parce que les sages-femmes, en fait, elles peuvent assurer toutes seules jusqu'à 90% des besoins essentiels en santé des femmes et des nouveau-nés lorsqu'elles sont bien formées et quand elles sont intégrées au système de santé. C'est énorme. Comment la professionnelle peut intervenir pour réduire les principales causes de mortalité? Chers collègues, vous le savez bien, puisque vous êtes sur le terrain et vous savez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on fait encore actuellement pour réduire les causes de mortalité. On est présente au moment des hémorragies obstétricales. En tout cas, on va les éviter, d'abord. Et puis quand il y en a, on va les prendre en charge, idéalement quand même avec le médecin, mais souvent d'abord toute seule. On est aussi là pour prévenir, prendre en charge des infections maternelles et néonatales. On est aussi là pour éviter des complications de grossesse, prévenir, dépister la pathologie pour orienter vers le médecin. Et on est aussi là pour éviter les naissances prématurées. Donc la sage-femme, quelque part, c'est un acteur central de la prévention, de l'accès aux soins et de l'amélioration de la santé publique mondiale. C'est un vrai plaidoyer pour notre profession. Quels sont les leviers de soutien du rôle des sages-femmes? Alors, je n'ai rien inventé. J'ai récupéré tout ça dans un document hyper riche de l'OMS, qui a été partagé aussi par le Fonds des Nations Unies pour la population et par l'ICM, c'est l'International Confederation of Midwives. Alors, il y a essentiellement 4 leviers pour soutenir le rôle des sages-femmes. Tout d'abord, il faut reconnaître le diplôme. Donc, avoir une formation initiale de qualité avec un diplôme reconnu et avoir une formation continue qui est développée et qui est encouragée aussi. Il faut avoir un statut clair qui est protégé par des lois et par un ordre professionnel, idéalement peut-être, mais ça peut être d'autres organismes. En tout cas, c'est important de se sentir protégé là où on est dans son pays. Je pense que en Afghanistan, il me semble que les sages-femmes n'ont plus le droit d'exercer, ou en tout cas, on a restreint leur champ d'exercice. Il faut aussi, pour reconnaître ce diplôme, c'est important qu'il y ait un respect interprofessionnel. Il faut qu'il y ait un respect des autres professionnels envers les sages-femmes aussi, pour favoriser la collaboration. C'est important aussi de soutenir les sages-femmes en les valorisant, en renforçant les effectifs dans les conditions en renforçant les effectifs et les conditions de travail, en réduisant aussi les inégalités d'accès aux professionnels dans les zones éloignées. Il y a des sages-femmes qui ont du mal à aller travailler quelque part parce qu'effectivement c'est très difficile d'y accéder. C'est important aussi d'avoir une rémunération équitable qui est en adéquation avec les responsabilités. Et puis, c'est important d'avoir aussi une possibilité d'évolution de carrière. Pour l'OMS, c'est important aussi que le soutien du rôle des sages-femmes passe par un développement de modèles de soins dirigés par les sages-femmes. C'est important d'intégrer davantage les sages-femmes dans les soins primaires de santé, de leur donner la possibilité d'exercer l'ensemble de leurs compétences et de soutenir la recherche en maïeutique aussi. Et enfin, il semble important de renforcer la place de la sage-femme dans la société et au sein des pouvoirs décisionnels en favorisant la communication de leur mission auprès du grand public, auprès des grandes instances aussi, en favorisant son autonomie, en la reconnaissant et en l'associant aux décisions de politique de santé, en leur permettant aussi d'accéder à des postes de responsabilité dans les systèmes de santé. Voilà, enfin, les sages-femmes ont la chance d'avoir leur journée, leur fête. La journée internationale des sages-femmes, c'est tous les 5 mai. Et voilà, bon, je sais pas si vous regardez un peu les réseaux sociaux autour de vous, mais il y a régulièrement des jolis messages, des jolies affiches qui fêtent notre profession. On peut aussi,
profiter de cette journée pour promouvoir et être fiers de notre profession auprès des personnes autour de nous. Et enfin, il faut savoir que notre métier, il a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2023, puisque notre profession, pour l'UNESCO, notre profession, elle est très importante parce qu'elle permet d'atteindre des objectifs de développement durable, notamment la bonne santé, le bien-être, l'égalité entre les sexes, la paix et la justice, et puis on peut aussi participer à des interventions. Quelque part, la sage-femme contribue à la protection des droits humains fondamentaux en transmettant leurs connaissances aux mères et aux familles. C'est grâce à 8 pays que nous avons pu être inscrites au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO, et notamment grâce au Togo. Voilà, j'ai découvert ça, que le Togo a soumis ce dossier à l'UNESCO. Donc après, si vous voulez, vous regarderez, il y a une petite vidéo sur YouTube qui parle de cet événement d'inscription de notre métier à l'UNESCO. Voilà, la bibliographie. Merci pour votre attention. Et place aux échanges, mais on a déjà beaucoup échangé. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Oui, merci beaucoup, Peggy. C'était très intéressant également, l'histoire, et tous ces rappels. Alors, il y a des questions. Je pense qu'on va passer effectivement aux questions. Romain. Alors, je fais très vite, c'est pas une question, c'est un rajout à ce qu'a dit Peggy, c'était hyper complet, mais dans les challenges qu'on traverse en France en ce moment, il y a aussi la question du baisse de niveau de vie, l'inflation, le coût de la vie, ce qui fait qu'il y a énormément de parents qui se lancent dans la parentalité sans en avoir les ressources financières. On accueille énormément de personnes qui sont en situation de précarité sociale et les ressources financières de l'État et de la solidarité nationale sont en train de diminuer, de fondre au soleil, donc ça complique énormément notre travail pour accompagner les parents en situation de grande précarité. Donc ça, c'est un des challenges qu'on affronte aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Je pense qu'on a pas mal de défis. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir ou apporter effectivement, comme l'a fait Romain, un petit plus à cette présentation, mais qui était très, très complète? Non. Ah. Parfait, on t'écoute. Oui, merci et félicitations pour cette présentation très très complète, effectivement. S'il est possible de partager cette présentation avec les participants, surtout les sages-femmes qui ont participé à cette rencontre, ce serait très bien, quoi. Bien sûr. Voilà. Moi, ma question c'était de savoir, parce que j'ai cru, il y a une question qui est revenue régulièrement dans les échanges, c'était la prise en charge des personnes en situation de démence ou de post-accouchement. Je voudrais savoir si les sages-femmes reçoivent un type de formation en psychologie en France, et si c'était le cas, est-ce qu'il est possible de partager peut-être, de faire une émission prochainement pour voir dans quel cadre les sages-femmes du Togo, du Bénin, du Sénégal peuvent peut-être profiter de ce type de formation, tout au moins d'une initiation pour pouvoir les utiliser en cas d'intervention. Merci. Okay. Donc on note effectivement parfait cette idée. On va y réfléchir ensemble. Et pour répondre rapidement, Monsieur Parfait, on n'a pas de formation dédiée spécifique de psychologie. Par contre, on a plusieurs fois des formations qui peuvent être données par des psychologues, par des pédopsychiatres, par des psychiatres, par des médecins spécialisés. Et petit à petit, en fait, à force de côtoyer ces professionnels, de côtoyer ces pathologies, on en acquiert une forme de sensibilité, d'expertise. Et de plus en plus, maintenant, on a des formations dédiées. Et je pense que les étudiants sages-femmes sont beaucoup plus formés à ça que nous l'avons été pendant nos propres études. Effectivement, oui, pendant nos études, on n'avait pas de formation, comme tu dis. Après, il y a également des DU en psychopathologie périnatale qui existent, et voilà. Donc qu'on peut suivre. Très bien, merci. On note. Il y a une autre question d'Ibocor.
On vous laisse la parole. Oui, je voudrais un peu intervenir. Pour d'abord remercier celle qui a présenté. Excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom. J'étais un peu occupé à autre chose avant de revenir. Voilà, c'est un peu pour remercier d'abord pour la qualité de ce que j'ai entendu. Et je voudrais un peu revenir par rapport à certains aspects. Mais j'aurais d'abord souhaité que Sokhna, qui était intervenue tout à l'heure pour le Sénégal, je dis ça comme ça, entre guillemets, que Sokhna, si elle est encore là, puisse rebondir d'abord. Je ne sais pas, parce qu'elle est peut-être plus au fait de tout ce qui se passe actuellement. Oui, je suis là. Sokhna, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, vous pouvez rebondir un peu? D'accord. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis un peu tout de suite. Oui. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Alors, je vous laisse parler. Attendez, je vous reviens tout de suite. Donnez-moi 1 minute que je m'isole. D'accord. Allô? Voilà, donc je pense que je vais laisser Sokhna rebondir. Bon, je me demande qu'elle demande 1 minute. Je vais tout simplement parler d'un aspect par rapport à la mortalité maternelle, par exemple. J'étais en train d'éplucher un peu tout de suite comme ça le rapport provisoire du 5e recensement général de la population et de l'habitat, donc de 2023, qui a été fait par l'Agence nationale de la statistique et la démographie du Sénégal, l'ANSD. Alors, dans ce rapport, il est fait état de la mortalité maternelle en des termes vraiment qui, jusqu'à présent, nous font certainement peur. Parce que, donc en 2023, les mères âgées de 45 à 49 ans, pour les mères âgées de 45 à 40, nous avions 374 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Pour 100 000 naissances vivantes. OK. Voilà. Pour les mères âgées de 40 à 44 ans, 290 décès maternels. Et pour les jeunes mères 15 à 19 ans, 209 décès maternels. Vous voyez. Donc, le risque, c'est celle... Oui. Allez-y. Pardon. Je dis que l'âge est un facteur de risque de mortalité. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'ils disent que les femmes âgées de 20 à 29 ans sont moins exposées au risque, d'après les enquêtes qu'ils ont menées. Oui. Avec moins de 200 décès maternels. Oui. Pour 100 000 naissances vivantes. Oui. Donc, en attendant, si Sokhna est prête, voilà, c'est bon. Vous pouvez y aller, Sokhna. Je vois que les décès maternels vous ont un peu tiqué ici au Sénégal. Et vraiment, c'est... désolé aussi, vraiment, c'est encore des réalités qui sont là. Des réalités qui sont là dans nos pays. Ici au Sénégal particulièrement, parce que c'est le terrain que je connais. Parce que je dis souvent que les décès maternels, il y a beaucoup de fautifs quand on remonte sur le niveau pyramide. Au niveau de la prise en charge, parfois il y a lenteur de la prise en charge. Des fois, c'est au niveau de la référence. Au moment de référer, il y a beaucoup de contraintes au moment de la référence. Même après référence, pour la prise en charge durant avec de la femme, ça pose aussi d'énormes problèmes. Les retards. Oui, plus tard. Maintenant, vous verrez aussi que il y aura un autre facteur, c'est que la personne, vous voyez des femmes qui vont te faire 0 CPN à l'accouchement, ils viennent avec sans aucune une seule consultation prénatale. Ça existe toujours ici au Sénégal et ça, ce sont des choses avec lesquelles l'État est en train de lutter, et en mettant beaucoup de, surtout avec l'avènement des Badiane Gox, en mettant beaucoup de systèmes en place pour vraiment aider à remédier à cela. Maintenant, quand vous me dites aussi que l'âge est vraiment un facteur de risque de l'accouchement au Sénégal.
Je vais vous donner un exemple particulier parce que entre 20 et 49 ans, vous verrez que la femme n'aura que 4 grossesses maximum. Maximum 4 grossesses entre 20 et 29 ans. Maintenant, vous verrez des femmes à 40 ans qui vous font 9 grossesses, 10 grossesses et qui sont là devant vous en train d'accoucher sans une seule CPN. Et vraiment, là, l'âge vraiment devient quelque chose d'énorme, quoi, en fait. Parce que c'est difficile de les prendre en charge dans ces conditions-là. Très difficile. Maintenant, on essaie de faire on est en train le Sénégal vraiment a fait des approches qui sont vraiment à saluer et qu'on aimerait vraiment pérenniser, telles que la gratuité de certaines actes, telles que la césarienne et tout cela. Et vraiment, ça pousse un peu à favoriser les références, surtout quand c'est une personne vraiment âgée. Une référence qui se fait vraiment très tôt, ça aide la femme vraiment à protéger la femme et l'enfant et les enfants qui sont à la maison. Parce que grandir sans mère, c'est quelque chose de très difficile. Voilà. Maintenant, Dibekor, vous voulez que je revienne sur quel aspect directement quand vous me demandez? Par exemple, sur la formation, parce qu'elle a donné des indications sur leur formation et autres, je crois que c'est important de montrer que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport à cette formation-là. Voilà, la formation au niveau du Sénégal, les sages-femmes, c'est depuis un moment, on les forme au niveau bac plus 3. Avant, c'était BFM plus 3. Nous étions au niveau bac plus 3, donc les sages-femmes ont maintenant le niveau de licence. Des sages-femmes qui étaient sorties avant 2012, maintenant, elles sont recyclées avec des cours en ligne qu'on est en train de leur donner pour les remettre au niveau. Donc, toutes les sages-femmes seront au niveau de licence. Avoir le niveau de licence va nous ouvrir beaucoup d'opportunités. Ça veut dire que les études universitaires, on peut maintenant rapidement demander on peut maintenant demander rapidement un master en spécialisation sur quelque chose comme la gestion hospitalière, l'aménagement hospitalier. Il y a beaucoup de formations qu'on peut avoir directement maintenant juste parce qu'on est sorti sage-femme et qu'on a un niveau de licence Les perspectives aussi sont toujours encore très faibles parce que même si vous venez avec votre master plus 5, il est difficile d'intégrer ces sages-femmes-là au niveau du ministère de la Santé. Parce que beaucoup de diplômes ne sont pas encore reconnus pour nous. Même si vous avez le diplôme, ça traîne pour qu'on intègre rapidement ces diplômes. Et on est vraiment en train de se battre pour cela, pour que vraiment les sages-femmes puissent intégrer rapidement avec leur diplôme certains niveaux de compétences. Et il y a certaines fonctions aussi qu'on ne donne pas aux sages-femmes. Et c'est vraiment à c'est mon combat de tous les jours, c'est de dire que toute licence plus 3 doit se valoir. Qu'importe l'école avec laquelle vous sortez, toute licence plus 3 doit pouvoir se valoir et on doit nous mettre tous au même pied d'égalité. Au niveau salarial, ce sera la même chose. Au niveau de la prise en charge, au niveau de tout, donner à ces femmes-là vraiment l'opportunité d'être ce qu'elles doivent être. Selon mon combat pour le genre, parce que je dis que toujours c'est une discrimination du genre, presque vraiment au Sénégal, elles sont vraiment discriminées. Et j'espère que ça aboutira bientôt. Merci beaucoup. Très intéressant, merci beaucoup. Voilà, merci Sorna. Moi, excusez-moi de prendre encore du temps. Je voulais un peu parler sur l'aspect privé-public. Au Sénégal, depuis belle lurette, dans la fonction publique, on ne peut pas être fonctionnaire de l'État sénégalais et travailler dans le secteur privé. Ça n'existe pas. Même si c'est à domicile chez soi, on n'a pas le droit. Surtout si on est agent de santé, on n'a pas le droit d'offrir des soins en dehors des structures hospitalières. Alors, si vous êtes professionnel du système de santé, si vous êtes recruté par la fonction publique, vous n'avez pas le droit de... C'est ce qu'on appelle le marché noir, hein, si vous travaillez pour une autre structure. OK? Bon. Donc, ça, c'est réglé depuis... Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai trouvé ça sur place et je sais que je suis en service depuis 1979, que j'avais commencé à servir dans le système de santé. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant,
Il y a des gens qui le font. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de contrôle par rapport à cela. Ils le font, ils n'ont pas le droit. Même en dehors de vos heures de service, il est interdit de faire dans le privé. Ça, c'est la réglementation au niveau Sénégal, ce sont les textes réglementaires. Ça a changé en France, oui. Je fais de la discussion, voilà. Mais en France, ça a changé il n'y a pas longtemps, effectivement. Maintenant, il y a des sages-femmes qui exercent en cabinet libéral et elles sont aussi à côté fonctionnaires à l'hôpital. Oui. Mais c'est pas du marché noir, hein? Non, maintenant, au Sénégal, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Non, pas encore. Voilà. Mais de plus en plus, au niveau du Sénégal, on a des professionnels de santé qui sortent de l'école, qui ne sont pas recrutés, mais qui peuvent ouvrir un cabinet. Ah oui. Ils ne sont pas recrutés par la fonction publique. Ils peuvent ouvrir un cabinet paramédical quelque part. OK? Que ce soit sage-femme, que ce soit infirmier, médecin, etc. Mais une fois que vous êtes recruté, vous n'avez pas plus ce droit-là. L'autre chose, c'est que la sage-femme au Sénégal, les actes qu'elle pose vont jusqu'aux actes médicaux. Ah oui. Parce qu'au Sénégal, l'infirmier n'a pas le droit de prescrire. Oui. Excepté s'il est isolé au niveau d'un poste de santé. Et là, c'est encadré, il y a des algorithmes. Oui. Mais la sage-femme, elle a le droit de prescrire. Oui. La sage-femme prend en charge les pathologies. Oui. Ah oui. Oui. Au Sénégal, au Sénégal, la sage-femme joue le rôle de gynéco. Wow. Voilà, merci. On joue le rôle carrément de gynécologue. Carrément de gynéco, un rôle de gynéco. La sage-femme n'est pas seulement celle qui fait la prévention, etc. Elle a dépassé ça. L'unique chose qu'on interdit ça a toujours été comme ça, hein? L'unique chose qu'on nous interdit vraiment, c'est les césariennes. Et vraiment, on n'est pas habilité à le faire. À part cela, on fait tout. On fait l'accouchement, on fait les avortements, on fait les AMU, on fait le suivi prénatal, on fait les suivis gynécologiques, on fait aussi les traitements de fertilité et tout. Les sages-femmes sont habilitées à faire ça. Voilà. D'accord, intéressant. Mais attention, elle dit on fait. Mais quand elle dit on fait les avortements, elle veut dire que nous prenons que les sages-femmes au Sénégal prennent en charge les avortements. Voilà, prennent en charge les avortements. Voilà, prennent en charge les avortements, les suites d'avortement. En fait, c'est ça quoi. Et ensuite, les suivis post-avortement et les suivis post-accouchement aussi. Tout cela, les sages-femmes peuvent le faire. Tout à fait, les sages-femmes le font. Ouais, peuvent le faire, mais il faudra comprendre que les postes de santé sont très loin des hôpitaux et même au niveau hospitalier, et il est très difficile d'avoir des gynécos à 100% à n'importe quelle heure aussi. Vous avez vraiment la pénurie de gynécologues. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Maintenant, les postes de responsabilité chez nous, les sages-femmes ont des postes de responsabilité quand même au niveau des équipes cadres de district, au niveau des équipes cadres de région. Il y a toujours des sages-femmes qui sont dans ces équipes cadres-là. Oui. Au niveau du ministère aussi, il y a toujours des sages-femmes qui sont à ce niveau. Au niveau des ONG, il y a des sages-femmes qui sont recrutées. Donc, je pense que par rapport au poste de responsabilité, et au niveau des districts, il y a même actuellement beaucoup de districts avec à leur tête, des dames. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est par rapport à la spécialité, comme elle dit. Oui, c'est vrai. C'est au niveau des spécialités dont elle parle comme ça qu'il y a peut-être des difficultés. Quand vous terminez votre formation de maîtrise, par exemple, quand vous revenez sur le terrain, les gens ont des difficultés pour vous classer, pour vous caser quelque part. C'est ça la difficulté. Ah oui. Et quelquefois, effectivement, c'est lié au genre. C'est lié au genre parce que c'est des postes qui sont très demandeurs par rapport à l'énergie même, par rapport au temps. Et les femmes, quelquefois, vous m'excusez, mais quelquefois, vous êtes tellement occupés à faire des enfants et à les suivre que... Voilà, je m'excuse pour ça. C'était juste pour chahuter un peu. Et voilà. Le kit de césarienne, par exemple,
problème. Le site de césarienne, par exemple, est gratuit depuis longtemps au Sénégal. Oui, oui. Est-ce que c'est appliqué jusqu'à présent? Je ne sais pas. Donc, voilà, c'est des difficultés financières qui font peut-être que ce n'est plus appliqué. Mais dans le texte, l'arrêté est là et les kits de césarienne sont gratuits. C'est l'acte Dans qui le est texte. gratuit, là. Pardon? C'est l'acte qu'on ne paye plus. C'est l'acte médical. On ne paye plus l'acte, hein, la Maintenant, le césarienne. kit, vous aurez le kit de base qui sera gratuit, mais la famille aura à débourser une somme, même si c'est trop petite ou infiniment petite. Vous aurez à débourser quelque chose pour les antibiotiques, pour l'antibiothérapie surtout. C'est en charge de la famille. Voilà. Voilà, merci. C'est intéressant de comparer nos pratiques. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être un autre webinaire. Voilà. Voilà, merci. Bon, l'heure est dépassée, hein. Nous ne pouvons pas continuer à monopoliser la parole. Non, Dibokor, c'est vrai que c'était très, très intéressant. Merci pour cet échange. Effectivement, voilà, plusieurs personnes nous ont quittés au fur et à mesure. On se retrouvera donc peut-être l'année prochaine pour un webinaire. On a parlé tout à l'heure de la santé maternelle, de la dépression. Donc pourquoi pas? Ça peut être effectivement une idée. On va y travailler. En tout cas, merci beaucoup à Jeanne, merci à Christine, merci à Peggy et merci à vous tous pour les riches échanges que nous avons pu partager. Excusez-moi. Ah, une dernière. Excusez-moi, un peu par rapport aux horaires. Alors, je ne sais pas, mais moi, j'aurais souhaité qu'on remonte un peu le 14h30 là pour nous parce que notre pause est terminée depuis longtemps. Ah oui. Et c'est cette difficulté que nous avons pour intégrer un peu, voilà, nous sommes obligés de partir plus tôt ou de ne même pas pouvoir assister. La pause, voilà. Donc, si c'est à partir de 13h chez nous, ça va. Mais quand à 14h30 déjà, nous sommes pratiquement retournés au boulot. Ah oui, donc il faudrait avancer. Voilà, merci, bon. Voilà. On le note merci. Et puis on en reparlera merci. Avec Parfait, Maria. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci. Bon. Et merci à tous aussi pour la présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Belle merci, bonne soirée. Et à tous, famille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, oui. Au revoir. Au revoir.